secondes pour présenter un minimum Isabelle, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Alors, Isabelle est un professeur agrégé de l'Université de Management de Strasbourg. Elle a occupé plusieurs postes de développement commercial en entreprise avant de rejoindre l'université. Elle a dirigé l'EM Strasbourg, l'INSEC Grande École, et elle mène beaucoup de travaux de recherche en matière de management commercial. Et elle est auteure d'un livre et d'un manuel qui s'appelle « Le management commercial fondamentaux », je pense que c'est ça, et pratiques et perspectives. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Isabelle, qui va vous faire un panorama historique du commerce, du bien au lien. Merci Isabelle. Donc on va essayer de parcourir ensemble 6000 années de commerce, d'histoire du commerce, d'arriver en 2022 et puis de réfléchir un peu à cette histoire de qui on est, quand on est un marchand, un commerçant, on va le voir ensemble. Et j'ai appelé ça, alors j'avais appelé ça du bien au lien, puis je me suis dit on va peut-être être un peu plus modeste, le bien et le lien, et on va voir que le curseur n'est pas toujours facile à positionner. Alors, je vous invite donc à ce grand voyage au pays du commerce en 5 escales. Et vous le voyez, j'ai mis en fond d'écran le voyage de Marco Polo, qui est quand même un des grands marchands de l'histoire au XIIIe siècle, qui a parcouru des milliers de kilomètres dans un contexte absolument incroyable, avec d'abord son père et ses oncles, et qui a permis donc l'essor des marchands de Venise. Alors, je vous propose 5 escales pour essayer de comprendre comment on est passé de cela, avec cette image des conquistadors qui arrivent dans ces terres vierges d'Amérique et qui vont faire un commerce qui n'est pas, on va le voir, véritablement du commerce, puisqu'ils vont faire du troc. Et je vais essayer de séparer le troc du commerce réel, on en va en reparler. Mais ce qui est intéressant dans cette image, c'est que vous avez cette association donc, du troc, de l'échange, avec la valeur. Et ce qui a de la valeur pour les uns n'en a pas pour les autres. Les sauvages sont intéressés par des choses qui n'intéressent absolument pas les conquistadors. Cette notion de valeur, elle est très importante dans la relation commerciale. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fond de guerre, de pouvoir qui va s'installer. On va le voir qui s'associe souvent au commerce. Et comment on est passé à cela, quelque chose quand même d'un petit peu plus tranquille, et qui est, j'ai mis exprès cette photo, une sorte de caricature. Quand je travaille beaucoup depuis des années avec mes étudiants, parce que je travaille beaucoup sur les représentations du métier commercial, voilà, des hommes en cravate qui se serrent la main, c'est toujours ce qu'on va avoir comme représentation spontanée quand on parle de relations commerciales. Et puis, comment on est passé, tout à l'heure on parlait du point de vente, parce qu'il y a 2 types de commerce, je n'aurai pas le temps d'en parler, il y a celui qui est mobile, celui qui voyage, et puis il y a celui qui est dans le point de vente. Donc comment on est passé de cette magnifique petite enluminure du Moyen-Âge qui nous montre un point de vente dans la cité, où tout est, la vie est incarnée aussi par la relation commerciale, à cette désincarnation complète de Gursky dans sa photographie, où il met en scène les objets et où vous voyez les personnes disparaître. Donc l'idée que j'ai toujours eue, que je vais essayer de vous transmettre assez rapidement, c'est en fait regarder comment on regarde le commerce et pas simplement être entre nous, parce que on va le voir, on est tous là convaincus, c'est pas le job. Le job, c'est pas de nous convaincre, nous, que ce qu'on fait est merveilleux. C'est jamais le cas. Il faut toujours penser à ceux qui ne sont pas d'accord, à ceux qui ne comprennent pas, et à ceux avec qui il faut dialoguer. Donc, comment on est passé à cela? Disparition des êtres humains au profit des marchandises, et puis avec l'arrivée, vous le savez, du métavers. Là, j'ai fait, il y a quelques jours, un test, cette chose absolument extraordinaire où vous êtes en réalité immersive sur plein de sujets et la relation client n'y échappe déjà pas, mais ne va pas y échapper, même si pour le moment on est plus sur des simulations historiques ou de compétences techniques. Alors, l'idée, c'est ce que je vous disais, c'est regarder le commerce avec d'autres lunettes. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que regarder le management avec les outils du management, le commerce avec les outils du commerce, on est comme, vous savez, ces tableaux impressionnistes que vous connaissez peut-être, vous allez au musée d'Orsay, vous regardez par exemple Jour de fête, vous êtes collé au tableau impressionniste, vous voyez quoi? Vous voyez des petits points minuscules. Et c'est en prenant du recul
que vous allez voir, par exemple, cette magnifique fête avec les drapeaux, les confettis, la foule en liesse. Mais ce n'est qu'en reculant que vous comprenez ce qui se passe. Donc c'est ce que je vous propose, c'est de regarder le commerce avec d'autres lunettes et de sortir de la cage de nos croyances. Nous sommes tous avec des croyances partagées. Ça serait très intéressant, si j'avais un peu de temps, qu'on en parle, qu'on les mette à plat, simplement pour se mettre à distance de ces croyances. Et il faut absolument, pour avancer, sortir de la cage de fer de nos croyances. Alors ces 5 escales, elles vont être de définir, de donner une vision historique, de parler des représentations du commerce, et de voir avec vous les défis et peut-être aller en effet du bien au lien. Donc en route sur un bateau qui est souvent aussi une métaphore de l'entreprise, avec l'équipage et savoir prendre les vents favorables pour traverser les mers et aller à la conquête de ce fameux client qu'on recherche ou de la performance plus globalement. Alors la première étape, ça va être définir. Qu'est-ce qu'on appelle le commerce ? Parce que, comme le disait Albert Camus, et vous connaissez tous cette expression, ne pas définir ajoute au malheur du monde. Et si je m'amusais à vous demander ce qu'est le commerce, je pense que c'est un mot relativement valise. Vous auriez tous une définition, alors avec certainement des convergences, mais qui ne serait pas tout à fait la même. Ou alors vous me diriez, je sais parfaitement ce qu'est le commerce, mais maintenant que vous me le demandez, j'ai du mal à l'expliquer. Et ça, c'est quelque chose de très, très courant. Donc, l'idée, c'est de se dire que c'est un peu un continent à explorer. Alors, d'abord se dire que la société est dans la société au carrefour de beaucoup de choses. Le monde, on l'explique par plein de points de vue. On vit dans le même monde, mais on n'a pas les mêmes points de vue sur le monde. Je ne parle pas simplement d'idées politiques, je ne parle pas d'origine sociale, mais simplement qui bien sûr imprègne notre vision du monde, mais je parle justement de cette vision. Et vous voyez, par exemple, la société, on peut l'expliquer par l'économie, c'est ce qu'a fait Marx. On peut l'expliquer par la parenté, c'est ce qu'a fait Lévi-Strauss. On peut l'expliquer par la religion, c'est ce qu'a fait un sociologue comme Dumont, par la politique, comme l'a fait Polanyi. Et vous voyez, le commerce, il est au carrefour de tout ça. Pas le temps de développer, mais au carrefour de la parenté, du lignage, au carrefour de l'économie, au carrefour de la politique, et je vais m'en expliquer. La deuxième chose que je voudrais faire passer, mes recherches me montrent que c'est tout le temps quelque chose qui revient, c'est que nous sommes dans des réalités construites. Il n'y a pas de réalité en soi. Vous avez votre vision d'une réalité construite. Et votre voisin de droite ou votre voisine de gauche, surtout si peut-être il ou elle a des origines culturelles différentes, un âge différent, ne va pas regarder les choses de la même façon que vous. Donc on est dans des réalités construites. Et c'est sur les récits qu'on évolue. Cette notion de mise en récit dont on nous parle beaucoup actuellement, elle existe depuis la nuit des temps. C'est sur les récits qu'on comprend ce qui se passe. Et qu'on a l'impression d'être dans une réalité. Quelle réalité ? Le récit que j'ai entendu. Vous en entendez beaucoup parler avec maintenant la capacité à les séparer, ces récits, grâce par exemple aux réseaux sociaux. Et puis la dernière chose, d'un auteur que j'adore, qui est Braudel, Fernand Braudel, qui dit « Les choses se font souvent avant qu'on ne les nomme ». Le commerce, il existe depuis la nuit des temps, et il n'a pas attendu Esprit de Service France pour penser au service. Il n'a pas attendu toutes sortes de réflexions sur les réseaux sociaux pour exister, pour que ces réseaux sociaux existent. Donc les choses se font avant qu'on les nomme. Alors, très important, la sphère marchande. En fait, la sphère marchande, je vous ai montré cette petite enluminure, elle a toujours existé. Elle était intriquée dans la vie de tous les jours. Et il y a des grands penseurs qui, petit à petit, se sont dit on va la désencastrer, c'est le mot, on va la désencastrer avec la sphère économique. Et ça commence quoi ? 18e, 17e siècle, ça commence avec quoi ? Ça commence avec la prise de recul avec la religion. C'est-à-dire que l'homme devient homme, il commence à penser, il commence à quitter la religion, à voir son idéal de vie, à maîtriser sa vie, à ne pas être dans une forme de déterminisme religieux. Et il va commencer à scientifiser l'économie en disant qu'elle correspond à des lois positives, chose qui est beaucoup chahutée depuis quelques années. Mais si vous voulez, on est petit à petit dans cette idée qu'on a du rationnel en économie. Ce qui a fait beaucoup de mal, parce qu'on se rend compte que rien n'est rationnel dans les marchés financiers, par exemple. Et de la même façon, on a construit un management
et le commerce en fait partie, le management commercial en fait partie, la relation client en fait partie, rationnelle. Et on se rend compte qu'on est percuté par les émotions. Vous le montrez avec votre dernière étude. Et donc, on a un auteur qui nous dit quelque chose de très intéressant. On va voir que ce n'est pas anecdotique, c'est Polanyi. Il nous dit, en fait, on peut regarder le monde avec deux types de sociétés. Celle qui est régie par le contrat, il appelle ça la Gesellschaft en allemand, et celle qui n'est pas commerciale, où le statut domine. Et on va voir que cette séparation statut-contrat, elle est essentielle actuellement pour comprendre les relations commerciales. Et donc, on va petit à petit les autonomiser, ces relations commerciales, par rapport aux autres relations sociétales. Deux auteurs, Boltanski et Thévenot, ont théorisé ça en disant on est dans le même monde, mais en fait, on ne le vit pas de la même façon. Et ils parlent de cité. Alors, en gros, je vais très vite, mais ils nous disent vous avez la cité domestique, la famille, avec le principe du lignage. Vous avez le monde inspiré, la créativité. Vous avez le monde de l'opinion, donc la renommée. Vous avez le monde civique, l'intérêt général, le monde industriel, l'efficacité, et le monde marchand, avec le principe d'intérêt commercial. Et en fait, retenez cette phrase de Hanson, ils regardent la même chose, mais ils ne voient pas la même chose. On ne voit pas la guerre en Ukraine de la même façon quand on est du monde de l'opinion, du monde industriel ou du monde marchand. On ne voit pas l'inflation de la même façon quand on est du monde de la famille, du monde du lignage, du monde de l'opinion, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On regarde la même chose, mais on ne voit pas la même chose parce qu'on est imprégné de nos croyances, de nos visions, etc. Donc, ils nous disent aussi que le monde marchand, donc, ils le définissent. Et je vais vous proposer cette définition. Il y en aurait plein d'autres, j'en ai d'autres, mais il est peuplé d'individus, alors vous, moi, cherchant à satisfaire des désirs. Alors le mot désir est intéressant, toute la problématique entre désir et besoin. Tour à tour, clients, concurrents, acheteurs, vendeurs, ça aussi c'est intéressant par rapport à ce qui se passe en 2022, entrant les uns avec les autres dans des relations d'affaires. Vous comprenez bien que vous êtes dans le monde de la famille ou le monde de l'opinion, vous êtes en relation, mais pas en relation d'affaires. C'est quand vous êtes dans le monde marchand. Et deuxième chose qui va imprégner ces milliers d'années, c'est en réseau. On est en réseau quand on est dans le monde marchand. On n'est pas dans une relation hiérarchique. Un autre auteur, c'est Hirschman, nous dit, l'autre lecture des relations, il y a 3 sphères. La famille, on est loyaux. Vous savez, c'est la dinde de Noël. On se déteste, il y a celui qui vote RN, celui qui vote NUPES, on s'arrache les yeux, mais on reste dans la famille. Deuxième monde, le monde dans la relation politique. Là, c'est voice. On parle, on déclare plein de choses, mais on ne quitte jamais le lien. On reste en relation. Et il nous dit, le monde marchand, il se caractérise par l'exit, la défection. C'est-à-dire, je ne suis pas content de vous, fournisseur, je ne suis pas content de toi, magasin, je te quitte, c'est fini, le lien est coupé. Et je trouve aussi cette lecture extrêmement intéressante. Faire défection, ce n'est que dans le monde marchand qu'on peut le faire. Dans les autres mondes, on est obligé de rester en lien. Alors, le commerce, si on regarde l'étymologie, Benveniste, grand linguiste des langues indo-européennes, nous dit, en fait, il n'y a pas, dans les langues indo-européennes, il n'y a pas de mot spécifique pour le commerce. Et pire, le mot commerce en latin et en grec, a, scolia, neg, osium, ça veut dire quoi? Ne pas avoir de loisirs. C'est-à-dire que c'est une activité qu'on définit en creux, qu'on ne définit pas en plein. Et puis après, il y a cette relation à la marchandise, merx, mercator, mercor, je suis trafiquant, je suis commerçant. Et donc le marchand, le commerçant, est celui qui transforme la chose en marchandise. Avec cette phrase toujours de Brodel, tout ce qui reste en dehors du marché n'a qu'une valeur d'usage, tout ce qui en franchit la porte étroite acquiert une valeur d'échange. Vous avez des objets, vous avez des services particulièrement, qui sont gratuits, qui sont donnés, et un jour on se dit, on va peut-être les rendre payants. On va tarifer des services. C'est toute la problématique des VIC, des gold, des bronzes, des dorés, des platines. Et là, il y a une vraie réflexion à avoir, c'est que se dire que cette relation client, cette relation humaine, dans le monde dans lequel nous vivons, avec les tensions que vous avez exprimées entre les problèmes de prix et de qualité, peut-être que ça devient quelque chose de marchand, et uniquement marchand.
Alors, derrière ceci, cette petite poignée de main telle qu'on l'a vue, il y a ce schéma assez complexe et sur lequel je ne vais pas aller très loin, mais on a forcément un demandeur, un offreur, sur la co-construction, j'insiste sur l'idée de la co-construction d'une solution complexe, avec des flux informationnels et une offre produit-service. Il n'y a jamais le produit d'un côté et le service de l'autre, c'est faux. On matérialise le service, vous le savez, avec des box, par exemple, et dans tout produit, même le plus simple, il y a du service. Bonjour Madame la boulangère, je veux une baguette bien cuite, c'est du service dans le produit le plus basique de la baguette. Et donc cette notion de flux informationnel est essentielle aussi pour alimenter le service. Alors l'histoire nous dit quoi? L'histoire, elle nous dit que c'est une histoire très longue, puisque c'est 4000 ans avant Jésus-Christ qu'on voit apparaître, avec les premières tablettes comptables en Mésopotamie, l'émergence du commerce. Voilà. Et on va, vous le voyez sur ce chemin, alors j'ai fait des recherches qui sont très longues sur ces sujets-là, et c'est même pas rapide, là, ce qu'on fait, c'est de l'accélération temporelle. Voilà, on va avoir au 3e millénaire un commerce au loin. Là aussi, arrêtons avec cette bêtise de dire... Au début, c'était la production, puis après, c'est les excédents de la production qui sont devenus des marchandises pour aller... Non, les humains ont toujours vécu le commerce au loin, avec des ambitions de déplacement très importantes. J'étais à Montréal la semaine dernière, il y a une exposition sur les Vikings. On voit cette capacité à toujours aller le plus loin possible. Et donc, le commerce au loin est quelque chose d'immédiat et non pas par cercle concentrique. La monnaie apparaît au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc 700 ans avant Jésus-Christ, et puis on voit de plus en plus, donc 6e, 4e siècle avant Jésus-Christ, des réseaux se mettre en place, voilà, Tyr, Sidon. Ce qui est très intéressant, c'est que l'origine du commerce, eh bien, c'était toute cette zone qui est actuellement cataclysmique, hein, avec la Mésopotamie, donc des zones Iran, Irak, Syrie. C'est là où est né le commerce. C'est ça qui est intéressant, de voir aussi la grandeur et puis les pertes de gloire des civilisations. Alors, dans la cité grecque, le commerce s'est porté par le métèque, l'étranger. Comme je vous l'ai dit, il n'existe pas. Les grands ordres, c'est les gardiens, les citoyens, les travailleurs. C'est Platon qui nous dit, les marchands, ils n'existent pas. Hein, ils sont en dehors de la cité. Et on a Aristote, même époque, qui dit faire du profit, c'est nul. Voilà, ces gens-là, ils n'ont pas le droit à être dans la cité, dans les grands ordres. Pourtant, c'est une époque où le commerce commence à évoluer autour de la Méditerranée de façon extrêmement prospère. Au Moyen-Âge, influence de la religion. Donc, saint Thomas d'Aquin est un des auteurs les plus importants. Voilà, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup d'insécurité. Je peux vous dire qu'il y a des textes où on se dit que c'est pas... Alors, vous vous plaignez peut-être d'être commerçant actuellement, mais alors à l'époque, vous risquiez pas simplement de vous faire insulter par un client. On parlait d'agressivité, là, vous vous faisiez complètement trancher la gorge au fond des bois. Hein. Et donc, il y a plein de récits comme ça. Et en fait, très imprégné par Dieu, très imprégné par la religion, ce rapport au profit, là aussi, qui vient très fort. Même si quand on lit bien saint Thomas d'Aquin, il sait que le commerce est essentiel à l'activité humaine, mais il essaye de transiger en disant « il ne faut pas faire trop d'argent avec ». En gros, c'est ça. Après, vous avez la prospérité, la prospérité de la nation grâce au commerce. Alors, c'est cette fameuse... notion de Montesquieu, le doux commerce. Alors, en fait, il n'est pas doux du tout, le commerce. Hein. Particulièrement, la prospérité, elle vient de l'esclavage. Hein. Alors, je peux vous dire là aussi, l'homme transformé en marchandise, il y a un vrai sujet. Mais c'est quand même intéressant parce que tous les dégâts se passent à l'extérieur, hein, dans les îles, en Afrique. Mais on bénéficie, dans la petite intelligentsia là, qui nous fait tous des propos très intéressants sur le commerce, on bénéficie de tous ces apports commerciaux, vous voyez, l'esclavage, le chocolat qui arrive, enfin, les feux d'artifice, enfin, plein de choses qui font qu'on va être au XVIIe siècle, de plus en plus dans l'idée que le commerce, ça participe à la prospérité de la société, même s'il y a des petites choses quand même très anecdotiques, mais très intéressantes. C'est par exemple le krach de la tulipe au XVIIe siècle. Alors là aussi, on nous parle de krach financier. Franchement, c'est de la petite gnognotte par rapport à ce qu'ils ont vécu. Là, vous avez la courbe, et voilà, il y a eu alors là, il y a eu vraiment des fortunes qui se sont effondrées en quelques jours. Vous voyez la courbe du 3 février au 1er mai, parce qu'ils pariaient sur les bulbes des tulipes et que ça n'a pas abouti tout à fait selon leurs vœux. XVIIIe siècle, on est dans le
capitalisme, avec cette idée, particulièrement avec cet auteur un petit peu avant, qui est Adam Smith, et avant lui Mandeville, La fable des abeilles. Voilà, le capitalisme se théorise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il se désencastre vraiment de la sphère sociétale, et on voit l'essor des boutiques, les halles de marchandises, apparaissent les ventes sur échantillons, et c'est en 1770 que naissent les représentants de commerce, ces fameux colporteurs, voilà, qui existaient sûrement un peu avant, mais une profession s'institutionnalise. Début 19e, voilà, on a les grands bazars, on a tout ce magnifique récit des cathédrales, hein, ces grands magasins célébrés par Zola dans Le Bonheur, enfin célébrés, racontés par Zola dans Le Bonheur des Dames, toute la civilisation industrielle, une nouvelle relation au travail, une nouvelle relation au temps de travail, qui est très intéressante aussi à explorer. Ce fameux Bentham qui nous arrive avec sa notion d'utilitarisme, hein, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, on le fait par utilité et on ne le fait pas pour le bonheur du client. Hein. Le boucher, le boulanger, ils ne travaillent pas pour le bonheur du client, ils travaillent d'abord pour voilà, avoir un chiffre d'affaires, et avec même cette constitution américaine qui naît sur les principes de l'utilitarisme. Les États-Unis sont une nation qui est née sur la notion du contrat commercial. C'est ça qui est très intéressant et qui peut faire comprendre souvent des différences de vision justement du monde entre nous et les Américains. Au XIXe siècle, avec bien sûr Marx en porte-drapeau, on commence à voir tous les inconvénients du monde industriel. Donc on commence à parler de l'homme aliéné, de l'homme, la fétichisation de la marchandise. Et on arrive au XXe siècle avec des tensions qui naissent, c'est-à-dire que comme c'est institutionnalisé, on peut en parler. On peut en parler, donc on peut critiquer. Donc on va avoir d'un côté ceux qui continuent à célébrer la consommation après les deux grandes guerres, après voilà, cette culture de masse, le libre-service qui commence à apparaître en 1920 aux États-Unis, en 1948 en France. Et puis toute cette critique de cette montée en puissance de la société de consommation qui va perdurer au XXe siècle avec le consumérisme, la lutte contre cette vision de l'homo-consommateur. Baudrillard en est un des analystes les plus forts. Où en est-on actuellement ? Eh bien, on est au XXIe siècle, je vous le rappelle, dans l'hyperconsommation, l'hyperchoix, même si c'est très, très, très remis en cause, on a parlé tout à l'heure de RSE, on est dans la notion d'ubiquité, la mobilité immobile, par exemple dans le cas du télétravail, mais surtout du commerce en ligne, la globalisation, la plateformisation, l'intelligence artificielle et les big data. Cette notion de digitalisation qui doit vous percuter, j'imagine, entre le physique et le digital, comment faire des propositions, et puis une virtualisation de l'homme, j'ai parlé des métavers. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de cette partie, c'est que le commerce est un des plus vieux métiers du monde. Il y en a d'autres, mais celui-là est légitime et c'est le vôtre. Il ne se réduit pas à la commercialisation de la production. C'est bien au-delà, c'est une recherche vraiment de la relation humaine, et on peut voir les commerçants comme des passeurs des mondes, c'est-à-dire des mondes tels que je les ai décrits, des continents aussi. Alors, les représentations. Je pense que c'est très important. Tout simplement, moi je travaille beaucoup avec des étudiants pour le problématique de vocation sur les métiers commerciaux, les métiers de services commerciaux. Alors on va commencer évidemment avec notre dieu Hermès, ou Mercure pour les latins, qui est à la fois le dieu des marchands et des voleurs, et on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi on a ce rapprochement. Le commerce est mal aimé. Je vous l'ai dit, on a vu à travers les siècles, sauf une toute petite fenêtre du doux commerce, voilà, qu'est-ce qui imprègne notre civilisation judéo-chrétienne, je reste sur notre continent, eh bien, c'est Homère. Ulysse vole, pille, tue, mais il ne commerce pas. Vaut mieux tuer, vaut mieux violer, vaut mieux voler que commercer. L'adage médiéval, mercator deo placere non potest. Le marchand ne peut plaire à Dieu. Donc, ce rapport à la religion. Baudelaire, le commerce est par essence satanique. Balzac, qui a des images dans César Birotteau, le héros marchand, dans sa parole se rencontre à la fois du vitriol et de la glu commerciale, de la glu pour appréhender, entortiller sa victime et la rendre adhérente, du vitriol pour en dissoudre les calculs les plus durs. Voilà le programme. Mais je peux vous dire que ça marque, alors je ne dis pas qu'on a lu Balzac, de moins en moins, mais vous voyez, voilà, il m'embobine, il est en train de me raconter des salades, glu et vitriol.
Hein. Vendre, c'est manger l'autre. Sartre. Et le monde se divise entre la marchandisation et des relations pures, Bourdieu. Voilà, c'est toute une histoire de relations au commerce, de détestation du commerce, de mépris du commerce. On le voit avec Mort d'un commis voyageur, qui est une des rares pièces qui met en scène un commercial, un commerçant. Et ben, ce commercial, et ben, son sourire comme armure, ses chaussures bien cirées comme stratégie. Vous lisez la pièce, j'ai fait une analyse dans un article que vous pourriez peut-être trouver, mais c'est fou, c'est le mépris complet d'un homme qui s'est lui-même marchandisé et qui se rend compte à la fin de sa vie qu'il ne vaut plus rien sauf son assurance vie. Alors je vous spoil, à la fin il va se jeter avec sa voiture contre un mur parce que c'est la seule façon qu'il a de comprendre que sa vie vaut quelque chose, son assurance vie pour sa femme et ses enfants. Et puis on a Caméra Café. Alors c'est un petit peu moins présent, mais enfin, hein, il est roublard, il a la gouaille du vendeur de voitures, il ne pense qu'au déjeuner d'affaires, il a un klaxon qui joue la cucaracha. Voilà. Alors ça peut faire rire, mais Gaps continue, hein, Top Gun. Alors Top Gun, je rapporte. Voilà. Et quand je travaille avec des étudiants, alors sur des méthodes un peu différentes, mais ce qu'on appelle les méthodes de scénario par induction ambiguë, ben, qu'est-ce qu'ils nous disent en cœur de représentation, ces étudiants d'école de management, hein, pas de sociologie ou de sciences politiques, ils nous disent que c'est des gens qui aiment la performance, qui sont mobiles, mais qui ont peu d'éthique. Hein. Ils nous disent, ils cherchent, ils ont peu d'éthique professionnelle, ils sont peu cultivés. Voilà, alors d'année en année, et alors, il y a une chose en plus qui me frappe, c'est que ça ne change pas beaucoup. Les années passent, ça doit faire une vingtaine d'années que je fais des cours et des enquêtes de ce type, ça ne change pas beaucoup. Et quand on fait des comparaisons à l'international, je parlais des États-Unis, c'est un peu la même chose. La profession commerciale, le métier de vente, l'argent n'est pas un problème, mais n'est pas quelque chose qui est particulièrement vécu comme appétant pour les étudiants. Alors pourquoi ces représentations négatives, en comprenant qu'on avance? Alors d'abord, c'est cette affinité avec l'argent. Comme j'ai essayé de vous le dire dans la partie définition, on ne fait pas de commerce sans argent. Il y a uniquement du commerce, il y a transaction financière. Or, l'argent est quelque chose qui est atteint par un soupçon général. L'argent, c'est le pouvoir, c'est la corruption, c'est l'indifférenciation. Vous pouvez venir d'un lieu complètement d'une CSP très basse, vous pouvez vous comporter très mal. Si vous avez de l'argent, eh bien, vous avez du pouvoir. Et cet argent, il corrompt, il peut corrompre, et ça amène des rapports marchands qui, dans les représentations, sont condamnés à être sans âme à cause de cette relation à l'argent. La deuxième, c'est cette relation à l'étranger. La mobilité dont j'ai parlé, elle est très intéressante, parce que, en fait, quand vous regardez Zombart qui analyse le modèle du juif, les juifs, on leur a tout interdit, particulièrement de posséder des terres. Et ils sont devenus uniquement des marchands, voire des financiers. Et c'est vrai qu'on a cette notion, vous voyez, de rapprochement entre l'étranger, par définition, et la relation commerciale. Et Zimmel, qui est un sociologue extraordinaire, nous explique que c'est souvent les marchands des étrangers de l'intérieur. Je parlais tout à l'heure des métèques. Voilà, ils sont dans la cité, mais sans y être, parce qu'ils ont toujours un pied dehors. Et quand vous y réfléchissez, beaucoup travaillé avec des directeurs commerciaux, avec des managers. Le nombre de fois où j'ai entendu des managers dire des chefs, ah si on pouvait se passer des commerciaux, ah s'ils pouvaient, voilà, on n'arrive pas à les gérer, ils sont jamais là, ils défendent le client plutôt que de défendre l'entreprise. Voilà, ces étrangers de l'intérieur, parce qu'ils sont toujours porteurs de nouveautés, d'idées. Et comme ils sont toujours souvent à l'extérieur, c'est pas comme le comptable, j'ai rien contre les comptables, ou comme le DRH qui lui est dans le lieu clos, il est dans sa cage de fer de croyance de son entreprise. Le commercial, il voit ce qui se passe ailleurs, il voit ce qui se passe chez les concurrents. Quand il est dans un hypermarché et qu'il travaille pour Ferrero, il voit Lindt, il voit je sais pas quoi, et il peut comparer. Et ça déplaît profondément ou ça inquiète. La troisième chose, c'est la manipulation. J'ai cité la phrase de Balzac, mais cette idée qu'on va s'emparer du discours de l'autre. Je parlais tout à l'heure du désir. Hein ? Ah oui, vous avez une envie. Cette envie, c'est peut-être un besoin. Et si vous n'avez pas d'envie ou de besoin, je vais peut-être vous suggérer cette envie ou ce besoin. Hein ? Et toute la technique de la négociation commerciale qu'on connaît tous. Et l'idée aussi que le vendeur
là il faut relire les textes sur le comédien, arrive, le très bon vendeur, à se décentrer par rapport à ses propres affects. Et donc rentrer dans une manipulation du désir de l'autre pour arriver à sa fin. Et ça aussi, ça peut inquiéter. Une autre explication de cette vision du commerce, qui est quand même pas très positive, c'est les liaisons coupables avec la guerre. Alors vous avez ce film Lord of War qui est extraordinaire, mais bon, regardez ce qui se passe actuellement avec la guerre en Ukraine. Hein. Les raisons commerciales sont présentes. Les fameux boycotts, quand vous rentrez dans les détails, on se rend compte que voilà, toutes les marchandises de moins de 300 € par rapport à la Russie peuvent rentrer. Donc cette rationalisation de la relation commerciale qui peut justifier de continuer des relations. On peut le voir de façon très positive aussi. On reste en relation commerciale alors qu'on est en guerre, absolument entre nations. Il y a des exemples très intéressants, mais sur lesquels je ne peux pas rentrer. Voilà. Alors, c'est des médiateurs. On le voit dans l'histoire, hein, des gens qui jouent des rôles de médiation en s'appuyant sur la relation commerciale, mais ils s'affranchissent souvent de règles éthiques ou citoyennes. Et c'est là où je vous dis qu'on est dans le même monde, mais pas dans les mêmes visions du monde. Et puis les relations coupables avec le vice. Alors c'est Mandeville, avec la fable des abeilles au XVIe siècle, XVIIe, qui en a beaucoup parlé, cette exploitation du désir de l'autre. Et Mandeville a toute une théorie d'où c'est le commerce, c'est sur les faiblesses, les vices qu'il s'appuie pour prospérer. Ça pose la question de l'éthique. Peut-on tout vendre et à n'importe quel prix ? Ça, c'est un sujet important. Et puis la relation avec l'improduction. Donc c'est un peu ce que je vous disais par rapport à Aristote. Le marchand, ou dans la cité grecque, le marchand ne produit pas. Il passe la produit ou un service d'une personne à une autre, d'une entité à une autre. Il est improductif. Et c'est vrai que ça pose la question qu'on rencontre actuellement. Alors là, j'étais avec des DRH, beaucoup dans les organisations, des improductifs et des productifs, ceux qui peuvent faire du télétravail, ceux qui ne peuvent pas en faire. Voilà. Et la question est très intéressante. Donc moi, ce que je vous propose, c'est toutes ces choses assez négatives qui perdurent à travers les siècles, et quand on lit tous ces textes, mais je pourrais développer chaque slide pendant des heures, c'est peut-être de regarder autrement ces liaisons difficiles. C'est qu'en fait, partir du principe très intéressant et très positif, c'est que la relation commerciale, le commerce échappe. Il est émancipateur. C'est-à-dire que la relation avec l'argent, évidemment, ça peut être du soupçon, ça peut être de la corruption. Mais on peut l'avoir aussi, comme le disait Hirschman, comme l'exit. C'est-à-dire qu'avec l'argent, je peux m'affranchir de mon statut. Je peux être quelqu'un qui a fait fortune alors que je n'avais rien au départ pour réussir. Je sors du don contre don. Je sors de la dette. Le don contre don, dette, tellement décrit Mauss par exemple. Et je peux m'affranchir de relations avec des personnes qui ne me conviennent plus. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans une logique horizontale. On sort du statut. Et ça, beaucoup de gens le savent. J'avais travaillé une époque avec des concessions automobiles de luxe. Et la première chose, c'était de dire qu'il ne faut jamais juger un client sur la façon dont il s'habille. Vous voyez arriver souvent un type qui vient regarder une voiture de luxe. Il est habillé complètement débraillé parce que c'est samedi matin, qu'il vient de tondre sa pelouse. Mais en fait, sa carte bleue est suffisamment garnie pour pouvoir s'acheter la voiture. Donc, cette idée que l'argent, ce n'est pas lié au statut, et ça, c'est une vraie révolution. Je vous rappelle qu'en France, en 1789, on a guillotiné les nobles, qui souvent n'avaient pas d'argent, mais on a laissé vivre des bourgeois, qui étaient souvent extrêmement fortunés. Voilà, donc le commerce est émancipateur aussi grâce à cette mobilité, cet éloignement, cette capacité à aller voir au loin, et avec cette magnifique lignée entre le marchand, le commis voyageur, le VRP, le commercial, etc. Et c'est une relation librement consentie. J'ai le droit d'acheter, j'ai le droit de vendre. Ce que je n'ai pas dans la relation, par exemple, de loyauté dont je parlais tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut se passer des commerces et des transactions ? Parce que, quelque part, comme vous le dit Bourdieu, il y a la marchandisation et puis il y a les relations pures. Alors, on a essayé au cours de l'histoire. On a essayé d'abord avec ces récits, mais que vous continuez à rencontrer dans plein d'endroits, dans des films. Alors, pour avoir travaillé avec des univers comme le spectacle vivant, les mondes de la création, du luxe, ont des
déteste le commerce. On ne parle jamais, on ne vend pas une pièce de théâtre, on ne vend pas un festival. La notion des billets, non, voilà, on crée. Ce qui crée beaucoup d'autres problèmes, mais je n'aurai pas le temps d'en parler, des relations très étonnantes entre les personnes. Voilà, donc il y a toujours eu ce récit d'un âge d'or, utopie, la fameuse île d'utopie, où on n'aurait pas, et tous les jours on voit des expériences se faire où on ne va pas avoir de relations marchandes. On va revenir par exemple au troc, ce qui est tout de suite très compliqué parce qu'après on est obligé d'imaginer des billets, des monnaies locales, parce que échanger 1 heure de leçon de piano contre, comme je l'ai étudié, contre 1 heure de leçon de maths, ça peut marcher, mais c'est difficile de faire la rencontre. Alors l'argent, ça devient quelque chose, même si c'est un faux argent, qui permet d'indifférencier, comme je l'ai dit, les relations. Le marketing a quand même été une invention extraordinaire. Marketing est né au début du XXe siècle et il a prospéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les méthodes statistiques. Mais quand vous y réfléchissez, c'est une inversion complète de la relation. Le marketing, quand vous êtes marketeur, vous ne vendez pas. Vous attendez que les gens viennent vous acheter. Moi, j'ai fait des heures et des heures de marketing. C'est très intéressant de voir les théories de base du marketing. Ouais, on va comprendre le désir de nos collaborateurs. Rappelez-vous Sony. J'en ai rêvé, Sony l'a fait. Tu parles comme tu as rêvé d'un Walkman ou d'un truc qui n'existait pas. Voilà, mais on va vous persuader que c'est vous qui décidez avec le marketing. C'est très intéressant. Et moi, j'ai fait mes études dans une école de management dans les années 80. Le marketing, tout le monde voulait être marketeur. Personne ne voulait être commercial. Et ça continue. À l'école de management de Strasbourg, tout le monde veut faire l'aspect marketing, chef de produit, etc. Alors qu'il n'y a plus de job pratiquement. Et pour aller sur l'aspect commercial, je peux vous dire que ça ne se bouge pas beaucoup. Et j'ai créé des masters 2 en management commercial, en direction commerciale. C'est très difficile d'attirer des jeunes vers ces métiers-là. Donc le marketing a essayé d'éliminer les vendeurs. Et puis dans les années 90, et surtout au début des années 2000, la virtualisation, les sites marchands. Alors là aussi, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus. On allait enfin se débarrasser de ces commerciaux qui nous encombrent, directement du producteur au consommateur. Alors on avait oublié un petit peu, si vous vous souvenez de la bulle qui a éclaté, qu'il y avait la logistique, et qu'en fait la clé c'était la logistique. Mais voilà, c'était vraiment la vision, on n'aura plus besoin de cette relation commerciale. Et qui s'en est bien tiré ? C'est ceux qui ont remis de la relation commerciale, mais en la déplaçant, par exemple, dans les magasins. Alors, 2022, réinventer le commerce. Moi, c'est la dernière partie très rapide. Quand le lien apporte plus que le bien. Donc ça, c'est Bernard Kova qui avait fait un article formidable là-dessus. Retrouver la notion d'être en commerce et puis retrouver la sympathie d'Adam Smith. Parce que Adam Smith, quand vous lisez véritablement ses écrits, il nous dit c'est une relation, le commerce, de sympathie. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui va se passer entre les personnes au-delà de la transaction financière et de produits-services. Alors, donc, les défis du commerce actuellement, vous les connaissez. C'est ce service sans couture dans une relation digitale. Comment passer du magasin au digital seamless, c'est-à-dire avec les mêmes messages, sans qu'il y ait de rupture de contact, sans qu'il y ait rupture de discours, qu'on ne retrouve pas des pauvres vendeurs qui apprennent par le client qu'il y a des discounts sur le site alors qu'ils ne sont même pas au courant dans le magasin, enfin des choses que vous vivez tous les jours, et refaire du vendeur ou de la relation client le hub de tous les contacts, ce qui est loin d'être gagné parce qu'il est plutôt actuellement asservi au système d'information commerciale que véritablement pilote des systèmes d'information commerciale. Ça, c'est essentiel, surtout si on veut retrouver des personnes. Alors, vous connaissez actuellement la problématique des métiers pénuriques, qui sont particulièrement vrais dans tout ce qui est métier de service. Je parle même de la relation client, les petites affiches partout, cherche vendeur, cherche serveur. Voilà, revitaliser cette profession, ces métiers, en leur disant vous êtes le hub de tous les contacts et vous n'êtes pas au service de la machine. Retrouver les émotions.
Alors là, on est en plein dans les big data, les données, comme dirait l'autre, sachez sortir vos données du frigo, parce que vous êtes tous sur des piles de données que vous ne savez pas exploiter. Ça, c'est très intéressant de voir ce qu'on peut faire. Mais maintenir cette tension avec l'humain. Il ne faut jamais se dire c'est tout l'un ou tout l'autre. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est bullshit. C'est vraiment se dire la théorie d'extenseur. Plus il y a des big data, plus il faut mettre de l'humain. Et pas la théorie du curseur. Là, il faut sortir aussi de cette vision du curseur. On va dire, on va mettre plus d'humains, donc moins de big data. Non, ou le contraire. Plus on a de big data, plus on sait maîtriser ces données, plus il faut de l'humain. Troisième grande tendance, la RSE, vous en avez parlé, une attente forte de RSE, de durable, de commerce responsable, d'inclusif dans les équipes de vente et de relations clients. Je travaille énormément sur la diversité et l'inclusion. La relation client, les commerciaux sont les premiers au contact de la population cliente, des chalands, et on a besoin de travailler l'inclusif. C'est vrai qu'il y a un bémol, c'est que chaque fois qu'il y a une grosse crise, et vous le montrez bien avec votre étude, malheureusement, le prix peut passer avant les grandes résolutions RSE. Mais ça, c'est des problèmes de gouvernance et de management. Si le management n'est pas capable de tenir bon sur une RSE, sur une éthique, et l'a fait passer, ça me fait un peu peur ce que vous m'avez montré, au profit du prix. Voilà, c'est toujours ce dilemme entre le consommateur, le professionnel. Ben oui, j'aimerais bien acheter local. J'ai travaillé récemment avec des boutiques en vrac. J'aimerais bien acheter. Les boutiques en vrac, c'est la catastrophe actuellement. J'aimerais bien acheter local, oui, mais on me fait tellement de promos avec des dark stores, voilà, où c'est moins cher pour me nourrir. J'aimerais bien acheter des vêtements d'un couturier bio-responsable, mais j'ai Chine qui me propose la même chose 3 fois moins cher. Voilà, c'est cet arbitrage qu'on a du mal à trouver. Alors, du bien au lien, je crois qu'on vit quand même un momentum. Alors, j'aime pas trop, je suis pas Madame Irma, et j'aime pas trop, mais je pense quand même qu'il y a des choses qui se passent actuellement, enfin, ce qui se sont passées avec le Covid et la crise sanitaire, et puis surtout ce développement des réseaux sociaux. En fait, tout le monde vend. Tout le monde vend. Je pense que si, enfin, vous vendez, mais Le Bon Coin, tous ces réseaux, Rakuten, tout le monde à un moment devient vendeur. Et il y a quelque chose qui rentre dans les têtes, c'est potentiellement, j'étais client, mais de plus en plus, je suis vendeur. La deuxième chose, c'est cette horizontalisation du monde. Alors moi, je le vis beaucoup, vous aussi, c'est le ras-le-bol managérial, c'est la suppression des chefs. Alors on a beaucoup travaillé ça avec l'entreprise libérée, qui ne s'avère pas aussi libérée qu'on le veut, mais voilà, il y a quand même l'envie d'horizontaliser le monde et les réseaux sociaux, le monde. L'expertise, voilà, elle peut venir d'un influenceur sur Internet qui vient de nulle part. Et ça, vous le voyez, très en relation avec ce que je vous ai montré je vous ai dit tout à l'heure sur les réseaux. La montée en puissance des émotions. Alors ça, les émotions ont percuté le monde de la rationalité depuis 2 ans avec tout ce qui s'est passé. Ça montait en puissance. Et je pense que le monde commercial a compris ce qu'était l'émotion quand on parle du désir. Le désir, ça vient d'une émotion. On ne parle pas du désir de façon rationnelle. Ensuite, on a cette attente de relations humaines. Alors là, aller sur LinkedIn, on est assoiffé de relations humaines, alors bienveillantes. On est de plus en plus dans un monde de la contractualisation au détriment du statut. On le voit beaucoup avec les débats politiques actuellement. Et puis, il y a une demande dans les entreprises, dans le monde marchand, d'agilité, de flexibilité, de résilience. Et si j'analyse les soft skills d'un commercial, c'est quelque chose qu'il sait faire. Il sait être agile, adaptation, la glu et le vitriol. Il sait être flexible. Le temps de travail, c'est pas forcément entre 9h et 17h. Et puis, il sait être résilient. Ça fait la 12e fois qu'on lui raccroche au nez. Et la 13e fois, il va remonter sur son cheval et il va reprendre son téléphone et il va recommencer. Voilà. Et ça, c'est des soft skills qu'on attend de tous les collaborateurs. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a quelque chose qui se passe, ça fait un moment, mais qui est peut-être plus fort et qui se dit qu'on est peut-être sur quelque chose qui nous permet de réhabiliter ou de faire du commerce une relation sociétale positive. Donc l'objectif, c'est pour ce monde marchand d'entrer dans la grande conversation sociétale. Voilà, d'être plus présent, d'être moins à l'écart, d'être moins regardé avec ce soupçon que je décrivais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les managers commerciaux, alors c'est valable pour tous les managers, mais c'est savoir décider. Mais savoir décider avec clarté, bienveillance et exigence. Et le mot bienveillance, je le mets en très gros, on le sait
actuellement, les salariés veulent de la bienveillance, ils veulent être bien traités. Et voilà. Et les managers, tous les managers doivent tout le temps décider des gros budgets, des stratégies, des lancements de produits, des petites choses, hein, beaucoup moins importantes, mais il faut qu'ils le fassent avec clarté, communication et bienveillance. La deuxième chose, savoir conduire le changement. Comme disait l'autre, le changement c'est tout le temps, c'est maintenant. Oui. Bon, on a compris qu'il n'y a plus de changement avec un début et une fin. Là, ça serait complètement idiot de le penser. Voilà. Par contre, il faut, derrière la conduite du changement, que vous êtes amenés à conduire tous dans cette relation client, c'est bien sûr avoir une vision, c'est savoir rassurer, rassurer. Et les managers commerciaux font partie de cette catégorie très difficile des managers intermédiaires. Et ils passent leur temps à rassurer. Ils rassurent leurs équipes. Les objectifs sont incompréhensibles. On nous demande de faire plus 30% avec moins 20% de personnes. Mais on va y arriver, on va y arriver. Et puis, vis-à-vis de la gouvernance, j'ai 3 absents dans mon équipe, j'en ai 2 qui ne sont pas formés, puis un qui est malade, mais on va y arriver, on va y arriver. Hein. Cette notion de toujours rassurer, qui fait que les managers commerciaux sont des gens extrêmement fragilisés actuellement, très absents, beaucoup d'absentéisme, tous au bord du burn-out. Et là, petite mention spéciale à ces managers commerciaux qui font partie de cette catégorie. Et puis, apprendre à désapprendre. Je vous parlais tout à l'heure des croyances. Il faut apprendre à oublier des choses qu'on faisait. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Pas parce qu'on le faisait avant. Parce que et ça m'inquiète quand vous dites que rien n'a changé. Parce que justement, tout devrait changer. Et on devrait désapprendre. Alors désapprendre, c'est pas tout oublier, c'est pas faire tabula rasa, mais c'est regarder les choses différemment. Et c'est vrai que quand on arrive, ça vous est tous arrivé dans une nouvelle entreprise, moi je le vis beaucoup avec mes étudiants, pourquoi on fait comme ça? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Et là, il y a un vrai sujet sur le désapprentissage. Et puis, développer son leadership. Donc on parle beaucoup de management. Voilà, cette composante du manager, du leader. Alors, on ne peut pas être tous leaders. Là, non, moi, j'y crois pas. Alors, déjà, on est passé des écoles de commerce aux écoles de management parce que, justement, le commerce, ce n'était pas quelque chose de très noble, on le sait. On est passé au management et maintenant, on est tous à former des leaders dans les écoles de management. Non, on ne sera pas tous des leaders et ce n'est pas souhaitable. Il faut ce triptyque quand on est manager. Manager, efficience, efficacité. Leader, vision, charisme. Et coach, cette bienveillance, cette proximité dont je parlais. Et donc, donner du sens. La pire des questions que vous avez, quand vous avez vos collaborateurs, c'est la question « Pourquoi tu viens travailler ce matin ?» Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui viennent vous dire « Je viens travailler pour construire la cathédrale BPCE ou la cathédrale McDonald's. » Je pense que c'est plutôt parce qu'il faut bien venir, parce qu'il faut payer mon loyer, etc. Voilà, donc cette notion d'y croire, d'entraîner les gens, on utilise beaucoup de métaphores sportives, mais c'est très important. Et je terminerai avec cette petite équation sur l'esprit de service, où plus je travaille, plus je me rends compte qu'elle ne peut exister que grâce à ce qu'on appelle la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est encourager toutes les initiatives, mais donner le droit à l'erreur. Or, ce que je constate dans toutes les organisations, c'est que quand vous prenez des initiatives et que vous vous trompez, vous vous faites taper sur les doigts. On en est toujours là. Et ce métier commercial qui demande tant de créativité, tant d'adaptation, tant de flexibilité, il faut qu'il se libère et qu'il travaille sur la sécurité psychologique, ce qui n'est pas gagné par rapport à cet enchâssement qu'il vit actuellement de tous les systèmes d'information, de traçabilité. Et là, il y a une vraie réflexion à mener. Voilà, alors pour terminer, je dirais que le lien, c'est peut-être ce qui tisse l'enveloppe cadeau du bien. C'est cette notion d'un lien, d'un fil. J'aime beaucoup cette notion de fil qui fait qu'on va tisser au jour le jour ces relations avec les clients et dans ce lien que j'ai essayé de vous décrire de façon très rapide, historique, avec cette grande mise en perspective. Voilà, je vous remercie de votre attention. Moi,
sur plus de 30 ans de carrière, ou 35 ans de carrière, j'ai dû faire 5 ans commercial pur. Et j'ai trouvé que c'était le métier le plus dur. Et j'ai été très, très heureuse de le faire. Mais quand j'en suis partie, je me suis dit, ouf. Donc, je suis contente d'entendre ce que vous avez pu dire. Et je constate, et je vais m'arrêter là, que dans les très grosses entreprises, elles sont dirigées par des gens qui généralement n'ont jamais fait de commerce. Il n'y a pas un seul commerçant parmi nos patrons du CAC 40 ou à quelque chose près. Et quand on voit les qualités que demande un très 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 bon commercial, je me souviens d'un patron dans une entreprise où j'étais avant qui disait de toute façon, c'est exactement ce que vous dites, le commercial, il veut toujours des prix les plus bas. Moi j'avais dit mais non, c'est le commercial c'est un mauvais commercial. Donc il y avait des tas d'idées comme ça à des hauts niveaux qui continuent, je pense, d'être comme ça. Et je regrette vraiment que dans justement ce que vous trouvez peut-être pas dans des pays comme les Pays-Bas où le commerce est vraiment beaucoup plus puissant, mais en France en particulier, des patrons commerçants, je pense pas qu'on en ait beaucoup. Voilà. C'était juste une petite remarque, mais peut-être que vous allez me dire le contraire, je sais pas. Non, alors le métier commercial est un des métiers les plus complexes de l'entreprise. Et c'est quand on comprend le complexe, on comprend le simple. Et on devrait s'inspirer beaucoup plus de toutes ces compétences et toutes ces attentes qu'on a du commerce, et de ces capacités commerciales, pour ensuite les diffuser à d'autres métiers, je dirais, plus simples. Après, je pourrais m'en expliquer. La deuxième chose, vous avez raison, toutes les études qu'on fait, il n'y a pas de promotion par la fonction commerciale. Elles se font plutôt par la fonction financière ou d'autres fonctions. Et oui, en effet, il y a quand même... c'est ce que j'ai essayé de montrer, mais c'est vrai qu'on tient à part la fonction commerciale, les commerciaux, avec toujours ces représentations tellement faciles qui sont faites sur ces fonctions-là. Ouais, je ne peux que le constater. Je voulais poser une question. Isabelle, merci beaucoup. Je riais en donnant de moi parce que j'ai un de mes frères qui a fait une école de commerce et son fils, il a fait une école de management en effet. Vous avez pas mal évoqué les représentations. C'était très rapide mais vraiment très intéressant. Vous avez bien cité que c'était des représentations plutôt de notre civilisation judéo-chrétienne du monde occidental. Vous qui voyez l'international, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur la représentation commerciale, par exemple dans un grand pays comme la Chine, qui justement... voilà. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant, j'ai étudié ça. Et en Chine, en fait, il y a toujours eu, depuis des millénaires, le projet de fonctionnariser les commerciaux, les marchands. Vous regardez des textes qu'écrivent des historiens, c'est la fonctionnarisation des marchands pour continuer à les dominer. Et c'est ce qu'on voit actuellement dans la Chine. Regardez ce qui arrivait à Jack Ma, qui commençait à s'émanciper complètement grâce à la réussite immense qu'il avait. Donc cette domination du monde commercial qui échappe en Chine. On a la même chose dans l'Amérique précolombienne, où on voit que tous les marchands sont en dehors de la cité. On ne veut pas en entendre parler, on a besoin d'eux, mais ils sont tenus à part de la cité. Donc civilisation précolombienne. Quand on regarde les États-Unis, donc on est sur une civilisation, comme je dis, du contrat, basée sur l'utilitarisme, etc. Il y a un rapport avec la réussite, avec la performance et avec l'argent très décomplexé, qui n'a rien à voir avec nous. Alors nous, on a ce problème avec l'argent, cette vision judéo-chrétienne dont je parlais avec saint Thomas d'Aquin, par exemple, même si elle pourrait être plus nuancée, mais le métier commercial n'est pas pour autant valorisé. Toutes les études et recherches que j'ai pu voir sur le monde contemporain américain ne le valorisent pas du tout. On fait de l'argent en étant entrepreneur, en étant, alors évidemment, trader, etc. Mais voilà. Après, c'est vrai qu'ils ont cette capacité à... Enfin, et si vous y réfléchissez, là, moi je reviens du Canada et vous avez tous voyagé dans l'Amérique du Nord, le service est monétarisé. Le tips, la notion du tips, elle est... Voilà, et c'est normal. Mais vous voyez, c'est leur vision. Je fais quelque chose... Je vous apporte, je vous demande si tout se passe bien à table, je vous apporte, je fais une petite plus, c'est monétarisé, c'est le tips. C'est, d'ailleurs, quand vous avez la carte bleue, ce qui n'existe encore pas en France, vous avez 15%, 20%, 25%. Et c'est normal, c'est leur salaire. Mais vous voyez, je parlais de croyances profondes, j'ai envie de dire, globalement, dans le monde anglo-saxon, américain, canadien, il n'y a pas de service gratuit. La relation de gratuité n'existe pas. Mais, donc c'est vrai qu'on est...
Et puis après, il y a tout le monde, on va dire, de la corne arabique, libanais, etc., mais qui sont souvent des diasporas. Et quand on relit l'histoire des Juifs, c'est des gens qui ont dû quitter souvent leurs terres, qui ont été éradiqués, qui ont perdu leurs racines, et où le monde marchand n'est qu'un refuge. N'est qu'un refuge. Ils n'ont pas pu faire autre chose. Alors, c'est pas pour autant qu'ils s'en portent pas bien et qu'ils sont pas heureux, mais si vous voulez, ça assimile quand même ce métier à quelque chose qui est sans racines, sans statut, sans ancrage dans la cité, sans prise sur la gouvernance. Et voilà. Donc c'est assez universel ce que je décris.